Bonsoir à tous, ça y est, on est en direct, ce live est très attendu. Ce soir, je reçois Quentin pour Biloba. On va parler ensemble des gestes d'urgence. Donc, je sais qu'il y a eu beaucoup de rappels, donc je vais attendre que tout le monde se connecte tranquillement. Et donc, Quentin, qui est cardiopédiatre, va nous expliquer un petit peu les bases en urgence, en gestes d'urgence, comment réagir avec notre enfant. Donc, parfois, on perd nos moyens, mais bon, c'est pas mal aussi d'avoir quelques bases. Donc, est-ce qu'il va me retrouver? Je le vois. N'hésitez pas, je ne l'ai pas précisé sur ce live, mais à nous poser vos questions dans la petite boîte à questions. En fait, parce que vous êtes très nombreux et nombreuses à vous connecter et nous, après, on a un petit peu de mal à retrouver toutes vos questions. Salut Quentin. Salut Alexia. Bonjour à tous, bonsoir à tous même. Oui, plutôt bonsoir. Comment tu vas? Ouais. Très bien, très bien, très bien. Super. Bah alors du coup, je peux déjà présenter l'application Biloba pour les personnes côté Parlons Bambin qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas. L'application Biloba, c'est une application de conseil en pédiatrie. Donc, vous payez un abonnement et vous pouvez converser avec un professionnel de pédiatrie. Donc, ça comprend un pédiatre, des infirmières puéricultrices comme moi-même. Je fais d'ailleurs des permanences pour l'application de mon côté. Euh, et donc voilà, ça permet de répondre à toutes les questions qui touchent votre enfant de sa naissance à le début de l'adolescence. Voilà. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu, présenter ton parcours rapidement, puis après on va enchaîner sur les cas concrets très rapidement. Alors moi je travaille à l'hôpital de Nantes en pédiatrie et je suis un cardiopédiatre, donc je m'occupe des malformations cardiaques essentiellement. Et je suis formateur aussi sur des formations de prise en charge de l'enfant gravement malade au sein du CHU de Nantes. Super. Bon, en tout cas, un super parcours. D'ailleurs, je pense qu'on a sûrement dû se croiser soit à Necker ou au CHU d'Angers en réanimation parce qu'on s'est suivis dans nos parcours. Donc ça, c'est marrant. C'est ça. Peut-être remettre aussi un petit peu le cadre par rapport à ce live. C'est vrai qu'on en a parlé un petit peu. Oui, oui. Alors effectivement, l'idée c'est de donner des premiers gestes et des premières idées de prise en charge, mais ce qui est très important, c'est qu'en aucun cas ça prend la place aux formations qui sont proposées, les formations de gestes de premier secours qui sont proposées soit par la Croix-Rouge, soit par la sécurité civile, soit certains centres hospitaliers peuvent proposer ça aussi. Et donc Mm. c'est très important. Nous, on vous donne un message. Mais le mieux, c'est d'être formé et d'avoir cette formation auprès de professionnels directement et en mettant en application directement les gestes. Et on peut vous dire Mm. si les gestes sont bien faits ou mal faits. Et donc ça, c'est vraiment très important. Comme premier message à donner, c'est allez tous vous faire former aux gestes de premier secours. Ça devrait être indispensable pour tout le monde. Ouais. C'est vrai qu'on a un petit peu des initiations, nous, dans nos... Bah, déjà, nous, on est diplômés pour les secours, mais c'est vrai que même dans nos formations à l'école, il y a des petites initiations, mais c'est vrai que ça pourrait arriver plus tôt. Et c'est vrai qu'il y avait des questions dans ce sens pour nos propres enfants quand les initier. Donc, on aura l'occasion d'y revenir au cours de ce live. Mais voilà, pour vous dire que ce live, c'est de l'information, de la prévention surtout, mais ça ne vaut pas une formation, une certification. Voilà, suite à ce live, vous n'êtes pas formateur pour les gestes de premier secours. Donc voilà. Alors, par rapport à nos enfants, quels sont les différents motifs de consultation en urgence chez l'enfant? Pour quel motif on doit se dire, là, je ne me pose pas de questions, je vais aux urgences? Alors, ça dépend de l'âge de l'enfant, mais si on prend par exemple le nouveau-né, euh, Mhm. nouveau-né qui n'a pas un comportement normal, c'est-à-dire qui est plutôt endormi, qui tète moins bien, que ce soit au biberon ou au sein, ça, c'est des signes qui sont importants à prendre en compte et qui doivent nécessiter un examen par un médecin. En tout cas, d'avoir des informations pour savoir si tout se passe bien ou si c'est nécessaire de faire plus d'examens ou plus de choses en tout cas. Mais donc un nouveau-né qui va bien, c'est un nouveau-né qui est alerte et Mm. qui a une coloration normale et qui a une gesticulation qui est adaptée avec un enfant qui boit normalement. Ça, c'est très important. Après, pour un enfant qui est plus grand,
eh ben, c'est son état, c'est son comportement. Généralement, ce qu'on regarde, c'est effectivement la coloration de l'enfant. On va regarder son comportement, comment est-ce qu'il est, est-ce qu'il est conscient, est-ce qu'il est adapté, c'est l'enfant qu'on connaît de tous les jours. Et puis souvent aussi, on évalue la respiration de l'enfant. Parce que si on va plus loin après dans les explications, mais le premier signe qui est important chez l'enfant, c'est surtout sa respiration. Mm. Et donc, on regarde est-ce qu'il respire habituellement ou est-ce qu'on appelle ça, utilise des muscles accessoires pour respirer. Normalement, D'accord. on respire normalement avec le diaphragme. Et quand c'est pas suffisant, parce qu'on a une obstruction nasale, parce qu'on a autre chose, eh ben, on va utiliser ce qu'on appelle des muscles accessoires. Et donc, ça veut dire, c'est des enfants qui vont avoir ce qu'on appelle un tirage. On va voir que le ventre bouge de manière anormale pour l'aider à respirer davantage. Et Mm. donc, souvent, chez les plus petits, la première chose à faire, c'est effectivement s'assurer qu'il n'y ait pas d'obstruction. Et surtout en période hivernale, avec la bronchiolite ou autre, il y a Ouais. souvent une pharyngite. Et donc, la première des choses qu'il faut faire, effectivement, c'est la désobstruction euh, nasale. Et donc, ça, avec différentes techniques qui sont Ouais. connues. Ok. Parfait. Euh, hop, on avait une demande, mais je pensais que c'était une question. Quelles sont les urgences les plus fréquentes chez les enfants? Dans quelle situation un enfant peut enfin, se retrouver, enfin, soit on peut faire les gestes d'urgence chez l'enfant, ou soit dans un service d'urgence. Alors, la première urgence vraie, c'est-à-dire qui peut amener, si on ne fait pas les bons gestes, à un arrêt cardiaque, par exemple, c'est essentiellement la respiration. Mm. L'arrêt cardio-respiratoire chez l'enfant, il est dans, on va dire, 90% des cas, il est essentiellement respiratoire. D'accord. Donc, en fait, le cœur ne s'arrête pas en premier chez un enfant. C'est parce qu'il y a eu un problème au niveau de la respiration que le cœur s'arrête ensuite. C'est ça, exactement. La plupart du temps, c'est ça, tout à fait. Mm. Ok. Est-ce que on peut du coup faire un focus sur la respiration? On avait pas mal de questions. Comment déjà là une question qui vient d'arriver dans la boîte à questions. Par rapport aux bébés qui font des drôles de bruits, parfois en respirant, à quel moment s'inquiéter par rapport à ces bruits anormaux? Alors, de toute façon, s'inquiéter, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une question, il faut la poser. Ça, c'est Mm. important. Il y a des professionnels qui sont disponibles la plupart du temps pour répondre à ce genre de questions. Et c'est vrai qu'un nouveau-né, quand c'est le premier enfant, on est souvent étonné parce qu'il y a beaucoup de bruit dans leur respiration. Ils font des petits bruits de doigts, on peut imaginer plein de Ouais, différents, mais effectivement, ils ont tendance à faire des petits bruits. Et ça, quand on ne sait pas, eh ben, on ne peut pas le deviner. Et donc, forcément, ça peut être inquiétant. Et donc, c'est possible soit de l'enregistrer quand on a vraiment des doutes, soit parfois de le ouais, filmer. Hein, tout le monde a son téléphone. Et comme ça, me le montrer à un professionnel de santé qui permet de vous rassurer. ouais. Après, ce qui est important, c'est qu'après, il y a différents types de bruits qui sont anormaux dans la respiration. Il y a des bruits qui sont autant inspiratoire. Quand on respire, on a l'inspiration et l'expiration. Et donc, on a des bruits qui peuvent apparaître à l'inspiration et des bruits qui peuvent apparaître à l'expiration. Et on a aussi des bruits qui peuvent apparaître aux deux temps de la respiration. Et la plupart du temps, ces bruits-là, quand ils apparaissent au cours de la respiration et qui sont permanents, eh bien, ils sont considérés comme anormaux. Et en fonction de tel ou tel type de bruit, eh bien, il y a une prise en charge avec parfois des médicaments, comme par exemple la plus connue, c'est la laryngite D'accord. peut donner cette toux et cette respiration un peu aboyante qui survient souvent en début de nuit ou dans la nuit, Ouais, la laryngite striduleuse, et ça peut donner ces bruits-là, et ça c'est anormal, et ça nécessite d'avoir une évaluation médicale avec un traitement qui est adapté. Et ouais. après il y a d'autres types de bruits. Mais quoi qu'il Mm. arrive, au moment où on voit un bruit, eh bien, il faut regarder l'ensemble de la respiration. Est-ce que l'enfant est coloré normalement? Est-ce que son Ouais, t'en parlais comportement au début, la ouais, couleur. la Ouais. couleur et est-ce qu'il a un comportement normal aussi? Mm. Encore une fois, comportement, est-ce qu'il répond? Si c'est un enfant qui a 3 4 ans, est-ce qu'il vous Ouais, répond? Il est capable de vous dire s'il est gêné pour respirer, des choses comme ça. ouais. Ouais, et puis ça me fait penser aussi à une remarque qu'Émilie avait eue, Émilie qui est directrice médicale chez Biloba. Pareil, un enfant qui est bambin, qui sait verbaliser, si il n'arrive pas à rester allongé,
ça peut être un signe de détresse respiratoire. S'il n'arrive pas à rester allongé, s'il est bien cassis, voilà, c'est un signe aussi important de détresse respiratoire. Super. On avait une question de Rachel. Bonsoir Rachel. Que faire en cas d'étouffement avec un aliment? Alors je crois que c'est la question la plus fréquente qu'on a eue dans la boîte à questions ce soir. Je pense que voilà, les parents qui commencent peut-être les morceaux sont assez anxieux ou même par rapport... Il y a deux genres de fausse route. La fausse route au liquide et peut-être au solide, c'est peut-être deux choses différentes. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, tout d'abord, avant de prendre en charge effectivement une fausse route, il faut d'abord rappeler la prévention. Ouais. C'est hyper important, la prévention, c'est-à-dire de se mettre dans une situation pour éviter, si c'est un enfant qui a entre 2 et 3 ans, qui typiquement à l'apéritif va être proche des gâteaux apéros, des cacahuètes, des pistaches, de tout ça. Ça, c'est important d'éloigner et de faire attention à ça. Donc la prévention, c'est indispensable. Pareil, si c'est un enfant en bas âge qui va dans la chambre de son grand frère ou sa grande sœur et qui a des petits Playmobil, des petites choses comme ça, je pense qu'il faut être attentif à ça et le verbaliser aux enfants en disant faites attention. Voilà. Ça, je pense que la prévention, c'est la première chose à faire. Et ensuite, si ça apparaît, il faut tout d'abord donc objectiver ce qu'on appelle un syndrome de pénétration, c'est-à-dire que une fausse route, donc généralement c'est au solide quand même, au liquide c'est rare, mais c'est essentiellement au solide. Il faut objectiver, c'est-à-dire que il faut imaginer que du coup c'est l'aliment solide qui va pas au bon endroit. Hein. On a la trachée et l'œsophage, et donc ça va bloquer l'arrivée, le passage de l'air. Et donc, ce qu'il faut objectiver, c'est de savoir si l'enfant arrive à se dégager tout seul. S'il arrive à se dégager tout seul, il va émettre une toux. Cette toux, il faut qu'elle soit efficace. Et donc, parce que c'est un réflexe qu'on a tous. Et donc, pour qu'elle soit efficace, cette toux, il faut qu'elle soit audible. On l'entend tousser. Il faut que l'enfant soit toujours alerte. Il ne faut pas qu'il commence à s'endormir. Il ne faut pas qu'il ait de gêne pour respirer les fameux muscles accessoires dont on parlait. Il faut qu'il arrive à respirer normalement sans l'utilisation de ces muscles-là. Et il faut qu'il arrive à avoir une coloration normale. Si l'enfant commence à avoir les lèvres un peu bleutées, peut-être que c'est parce que l'oxygénation se fait moins bien. Et donc, si on a deux situations, si l'enfant arrive à avoir une toux efficace, il faut le rassurer et qu'il continue à tousser jusqu'à ce qu'il puisse extraire le corps étranger tout seul en toussant. Donc là, on ne le fait pas boire. Non, rien Ok, du tout. On l'encourage à tousser ok. et on le rassure parce que c'est quelque Ok. chose qui est très anxiogène. C'est ça. Puis je pense que quand on voit son parent stressé, l'enfant doit paniquer aussi. Des situations toujours très difficiles. Donc, au contraire, Ouais. il faut garder son calme et rassurer l'enfant. Rassurer l'enfant parce qu'il a une toux qui est suffisamment efficace et donc eh ben, il va tousser, tousser, tousser jusqu'au moment où il va pouvoir extraire ce corps étranger. D'accord. La difficulté vient essentiellement du fait que lorsqu'il a une toux qui n'est pas efficace ou qui est efficace au début et qui devient de moins en moins efficace, c'est-à-dire une toux qui est de moins en moins audible, l'enfant n'a pas parlé, il y a un changement de comportement, il est un peu moins conscient, ou s'il a un changement de coloration, là, il va falloir mettre en place des manœuvres pour pouvoir l'aider à ressortir ce corps étranger. Et ces manœuvres, elles sont dépendantes un peu de l'âge de l'enfant, c'est-à-dire Ok. que en gros, tout enfant de moins de 1 à 2 ans, il va falloir avoir deux techniques de comment ça s'appelle, d'aide pour l'extraction des corps étrangers. Donc là, pour ça, j'ai pris un mannequin, C'est là qu'on sort le super mannequin. dans les super mannequins. Et donc, en gros, si jamais donc l'enfant a, on va dire, moins de 1 an, il va falloir le positionner, je ne sais pas si on voit bien, mais le positionner sur son avant-bras, comme ça. Ouais. Essayez donc d'ouvrir avec un doigt la bouche. Vous voyez? Ok. Avec un doigt la bouche. Le mettre avec la tête un peu plus basse. Et il va falloir faire ce qu'on appelle les tapes dorsales, comme si on voulait faire sortir le corps étranger. Et donc, Ok. comme ça, on peut le mettre Oui, sur, appuyez. sur ça, en appui sur sa jambe, la tête un peu en bas. Et il faut taper vigoureusement. Et il faut faire comme ça 5 tapes dorsales. C'est ce qui est conseillé. Et ensuite, on le remet et on voit comment ça se passe, Ok. comment est son état.
Et si jamais ce n'est pas suffisant, eh bien, il faut faire ce qu'on appelle des compressions thoraciques pour les moins de 1 an, où on va encercler l'enfant. Le thorax. On va faire avec les 2 pouces ce mouvement de compression. Et ce mouvement de compression, à la différence des compressions thoraciques pour un arrêt cardiaque, il va falloir le faire comme si on voulait faire ressortir, pour Remonter, ouais. ouais, faire remonter un petit peu. Mm. Faire remonter comme ça. D'accord? Et donc ça, c'est pour le moins de 1 an. On a tendance à alterner ça jusqu'à ce que le corps étranger sorte. Bien évidemment, à partir du moment où on a un enfant qui n'a pas une toux suffisamment efficace, on demande à quelqu'un d'appeler D'appeler. 15 à ce moment-là, dès qu'on a objectivé que l'enfant a fait comment ça s'appelle, une fausse route et qu'on voit qu'il n'a pas le comportement habituel, il faut dès lors appeler le 15, demander à quelqu'un, puisqu'on est souvent plusieurs, demander à quelqu'un d'appeler le 15 pour mettre en alerte directement une équipe qui serait susceptible de venir pour aider et commencer. Voilà. Et chez les plus grands, eh bien, généralement, on continue, on fait pareil les 5 tapes dorsales. Ok. Quand ils sont plus grands, vers l'âge de 2 ans, on fait ce qu'on Oui. appelle les compressions abdominales. Donc là, l'enfant est assis ou debout? L'enfant, il est assis sur les genoux du Du papa ou du parent. Ok. parent. D'accord? Et donc, c'est pareil, on le met comme ça. Quand il est un peu Et je- plus grand, on lui ouvre un Ouais. peu la bouche et on fait 5 tapes dorsales comme ça. D'accord. D'accord? Et puis après, on fait pareil pour les compressions abdominales ou thoraciques. Thoracique, c'est Alors, pour le moins de ouais. 1 an et abdominal, c'est pour les plus grands. C'est ce qu'on appelle la manœuvre d'Heimlich. Ok. Donc celle-ci, elle est quand même très répandue. Mm. Euh, donc même nous, adultes, c'est ce qu'on utilise et on est formés. Et c'est vrai qu'il y avait des remarques par rapport à l'obtention du bac. Apparemment, il y a un examen maintenant, mais je pensais aussi à la journée de citoyenneté. Il y a les formations au premier secours aussi. Là, bah, moi, quand je l'ai passé, ça s'appelait la JAPD, mais c'est plus du tout ce nom-là. Et C'est la journée citoyen qui était censée remplacer le service militaire, entre guillemets. Donc il voilà. Il y a une connaît, question de Marie. ouais. Ouais. Qui dit que si le corps étranger sort, est-ce qu'il faut quand même appeler les services de secours? De toute façon, ils ont été appelés au moment où on a commencé les manœuvres. Ouais. Même si le corps étranger sort, il est conseillé d'avoir un examen médical à partir du moment où il y a le corps étranger sorti pour objectiver et être sûr, parce que parfois le corps étranger peut être sorti, mais il y a une partie qui reste. D'accord. Donc c'est bien que l'enfant soit examiné pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'anomalie à l'auscultation et qu'il. Ouais, ouais, très bien. Donc, on a pas mal de questions qui arrivent sur différents thèmes. Je vais essayer de rester sur la respi pour le moment. Donc, en cas de perte de conscience, oui, de conscience, et que l'enfant ne semble plus respirer, quels sont les bons gestes? Donc là, bah, on continue le massage en attendant les secours. On continue. Alors, du coup, si jamais il semble inanimé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de signe de vie, Ouais, là, c'est ça. on est dans la prise en charge d'un arrêt cardio-respiratoire et il va falloir faire des compressions thoraciques en alternance avec des insufflations. Ok. Donc là, généralement, les équipes sont sur place quand il y a ces manœuvres qui sont. Donc, soit les équipes sont, Ouais. soit il est conseillé aux parents de commencer ces manœuvres de réanimation, sinon Ouais. un arrêt cardio-respiratoire, et il est conseillé donc de le faire, et donc de savoir le faire. C'est pour ça, encore une fois, c'est important de Mm. d'avoir une formation à ces gestes de premier secours. Et la plupart du temps, ils peuvent être, ils sont aidés par ce qu'on appelle les ARN, c'est-à-dire les personnes qui répondent au SAMU et qui peuvent guider justement les gestes jusqu'à ce que l'équipe médicale arrive. Ok. Et donc, pour peut-être rassurer une maman aussi, par rapport à la fausse route, on avait dit, voilà, on observe le comportement. Elle posait la question si un bébé est moins alerte et n'a aucun signe qui puisse alerter, quels sont les bons gestes à avoir? Attendre et voir si ça passe et est-ce qu'on appelle quand même les secours en attendant? Alors, j'ai pas tout compris. Et Dans quelle situation? dans la situation de la fausse route au solide. Fausse route au solide et Ouais. l'enfant n'est pas alerte. Voilà. Il y a des troubles de conscience. N'a pas de trouble qui puisse alerter.
Et quels sont les gestes à avoir à ce moment-là? On continue d'observer. Ben, s'il est, donc, il est un peu moins. Ah oui, Après, peut-être que la maman voulait dire dans quel laps de temps il faut peut-être le surveiller. Pendant combien de temps on surveille un enfant qui a fait une fausse route qui semble être passée. alors, combien de temps? C'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que si Mhm. vraiment on a objectivé une fausse route, c'est toujours bien d'avoir un examen médical à ce moment-là pour s'assurer qu'on soit à distance de tout ça et qu'il n'y ait pas de surveillance particulière à mettre en place. D'accord. Ok, C'est- ça marche. C'est parfait. Alors, par rapport à l'essoufflement aussi, on avait des questions en cas de réaction à un nouvel aliment. Du coup, là, ce n'est pas obstrué, mais il peut avoir un gonflement au niveau de la trachée. Comment on réagit? Alors, un gonflement, ça veut dire que à partir du moment où Un œdème? ouais, si c'est un œdème localisé, et on voit qu'encore une fois, c'est l'évaluation de la respiration. Si la Mm. respiration n'est pas entravée et qu'il respire normalement, on peut se donner du temps et regarder comment ça évolue. Si ça évolue vite et qu'on voit qu'il commence à gonfler de manière de plus en plus importante, il faut consulter parce que probablement qu'il faudra mettre en place des médicaments anti-inflammatoires pour diminuer un peu cet œdème. Mm. Ok, ça marche. Donc, quoi qu'il arrive, on ne reste pas seul. Non. On avait des questions maintenant autour de la chute. Et ça arrive souvent quand les enfants déjà chutent de leur hauteur, commencent un peu aussi à avoir escaladé, etc. Donc après une chute, qu'est-ce qu'on contrôle chez l'enfant? C'est vrai qu'on Alors, a beaucoup de questions sur Biloba à ce sujet aussi. donc la chute, ben, ça dépend aussi du contexte de chute. Donc, encore une fois, il faut essayer de faire de la prévention au maximum. Donc, il faut éviter de se mettre dans cette situation, mais même si on ne le décide pas tout le temps. Non. Se mettre, si jamais on est dans une situation où on est un peu plus à risque, penser à mettre un casque si c'est nécessaire ou des choses comme ça. Si c'est une Mm. chute qui arrive fréquemment à la maison ou des choses, il faut voir si, il y a eu une perte de connaissance, est-ce que c'est un traumatisme crânien ou pas. Si l'enfant a crié tout de suite, Ok. élément important qu'on va redemander régulièrement, c'est-à-dire qu'il est tombé, il y a eu un traumatisme crânien par exemple, on va demander s'il a crié tout de suite. On Mm. va et donc, un, s'il a crié tout de suite, et deux, quel est son comportement? Toujours. C'est un peu les mêmes choses, c'est-à-dire que est-ce qu'il est comme d'habitude? Il est, il sourit, il parle, il est comme d'habitude, ou au contraire, il est un peu plus fatigué, un peu plus, il est un peu moins alerte. Ça, c'est des éléments importants. Et à partir du moment où il y a une anomalie de ce type, en fonction de l'âge de l'enfant, plus il est jeune, plus il est petit, plus il faudra consulter pour s'assurer qu'il n'y ait pas de soucis particuliers. Et quand ils sont Ok. plus grands, on peut se donner un peu plus de temps. Et tout dépend aussi du contexte de chute. S'il chute juste de sa hauteur, qu'il n'y a pas de traumatisme évident, Mm. il y a rien à faire. S'il chute de beaucoup plus haut, il faudra forcément qu'il ait un examen et qu'il soit parfois même surveillé en hospitalisation si c'est nécessaire. D'accord. Ok. Est-ce que il y a une hauteur définie quand tu dis haut? Haut, c'est quelle hauteur? Ça dépend de la taille de l'enfant, de... De l'enfant, mais généralement, c'est une hauteur qui dépasse sa taille. Si une Ok. hauteur qui dépasse sa taille, il faut commencer à être vigilant, quoi. Ok. S'il tombe Donc, de sa hauteur et que c'est pas traumatique et que c'est une maladresse ou des choses comme ça, ou d'un toboggan et que finalement il était à mi-hauteur du toboggan, bon, faut ouais. regarder. Tombe effectivement d'une distance qui est plus une taille adulte chez un enfant de 2 ans ou 3 ans, ça commence à faire beaucoup. Ouais. Et donc après, pour les parents qui passent ici ce soir, un effet indésirable du traumatisme crânien qui se complique, entre guillemets, parce que quand on se tape la tête, c'est forcément un traumatisme crânien, mais Ouais. je sais notamment qu'il y a par exemple l'apparition peut-être de vomissements, de troubles de la conscience, peut-être un changement de comportement, comme tu dis beaucoup depuis le début de ce live, mais c'est des choses qui doivent faire consulter rapidement, la dégradation de l'état de l'enfant en fait. Ouais. Les vomissements, oui, ça c'est sûr. Alors, pas forcément quand ils sont immédiats, euh, Ouais, parce qu'on peut avoir une réaction un peu vagale au choc, ouais. mais effectivement, si par contre ils perdurent,
ou si ça apparaît 1 heure après le choc, des vomissements avec un état de conscience qui est fluctuant, là, effectivement, c'est une nécessité de consulter aux urgences. Ok, ça marche. Important. Alors du coup, pour la chute, ça c'est fait. Peut-être qui dit chute dit aussi parfois saignement, plaie ouverte. Comment réagir face aux plaies? Quand est-ce qu'on appelle? Enfin voilà, quelles sont les premières réactions à avoir? Eh ben, face aux plaies, tout dépend effectivement de la localisation. Si c'est une plaie du visage, près des yeux ou des choses comme ça, ça c'est important parce qu'il faut être sûr qu'il n'y ait pas de lésion, par exemple de l'œil. Si Ok, c'est Donc ça c'est important d'avoir une évaluation. Euh, d'accord. ça. Après, si c'est une plaie sur la main, ben, ça dépend aussi, pareil, comment ça a été fait. Si c'est avec une scie circulaire, c'est pas la même chose que si c'est Oui. avec un couteau à beurre ou juste une feuille blanche qui coupe quand on la prend de travers et on a une petite coupure. Donc c'est Ouais. pareil, il faut adapter en fonction du contexte et en fonction de la taille de la plaie. Mhm. Et donc, ce qui est généralement conseillé, c'est de mettre une compresse, mettre quelque chose d'assez propre sur la Mhm. plaie, et puis de la contenir, de Mhm. contenir la plaie directement. Et puis, logiquement, s'il n'y a pas d'anomalie de la coagulation, il n'y a pas de raison que le saignement ne se tarit pas spontanément, sauf si la plaie est plus Et importante profonde. et Ouais. profonde, et dans ce cas, ça peut être plus long. Mais le premier geste à avoir, c'est effectivement de mettre quelque chose de propre sur la plaie pour arrêter le saignement. Ok, top. Alors, je regarde les questions qui défilent un Pour petit le peu. saignement de nez, et pour le saignement de nez, c'est pareil. Alors souvent, on va maintenir le côté de la narine qui saigne assez longtemps, hein, plusieurs minutes, pour que ça puisse, pareil, de nouveau s'arrêter spontanément. On peut mettre des petits cotons, mais c'est surtout faire un maintien de la narine qui saigne Ouais. longtemps, et c'est ça qui permettra d'arrêter le saignement. Et après, il faut éviter, parce qu'on a des croûtes du coup dans le nez, il faut éviter de les enlever parce que ça va ressaigner. Et Ouais. parfois, de côté, ça saigne trop régulièrement. C'est vrai. Et je rebondis là-dessus aussi je sais plus, c'était en octobre, je crois qu'on a fait un live ORL avec Biloba. Et il nous avait donné aussi le tips de mettre du froid en fait pour faire une vasoconstriction, c'est-à-dire que les vaisseaux se resserrent avec le froid. Et donc ça permet de bien stopper le saignement au niveau du nez parce que le nez, comme l'arcade, c'est des choses qui saignent. Beaucoup. Donc le froid peut. Et en plus, ça anesthésie. Donc en plus, ça peut être top. Du coup, on a une réaction par rapport aux chutes. S'il y a une chute, c'est qu'il y a une bosse qui apparaît. Donc souvent, ça peut même être immédiat chez certains enfants selon voilà, la localisation. Petite ou grosse, que faut-il faire? Bah, c'est peut-être appuyer dessus voilà, moi, c'est ce que je ferais. Ouais, tout à fait. Donc appuyer dessus, peut-être mettre de l'arnica a posteriori chez l'enfant, peut-être du froid aussi. Et surveiller si c'est la tête, voilà, ça revient sur ce qu'on vient de dire par rapport au traumatisme crânien. Alors, il y a Marine, bonsoir Marine, qui vient d'arriver en cours de live, c'est pas grave, on prend toutes les questions. Et si l'enfant tombe inconscient, quel est le premier réflexe à avoir? La S'il- perte de connaissance, du coup. C'est-à-dire qu'il est devant vous, il était debout et il tombe net. Ouais, alors soit ça, ou soit il est tombé et du coup, là on a dit bah il était conscient, donc comment on évalue, mais peut-être que si l'enfant perd connaissance, du coup, Alors, si on a un enfant qui est inconscient, il faut tout de suite regarder si ce qu'on appelle et s'il y a des signes de vie. C'est-à-dire que est-ce que l'enfant pour dissocier un enfant qui a une perte de connaissance, qui a des troubles de conscience sévères, mais qui a un cœur qui bat, on va dire, et une respiration, versus un enfant
qui est inconscient et qui n'a pas de signe de vie, c'est-à-dire le cœur ne bat plus et il n'y a pas de respiration. Parce Mm. que c'est pas du tout la même chose. Si on a un enfant qui, du coup, a des troubles de conscience sévères, mais qui n'a pas de signe de signe d'arrêt cardio-respiratoire, il faut le mettre sur le côté, ce qu'on appelle en PLS, Ouais. pour protéger ses voies aériennes si jamais il y a des vomissements ou autres. Donc ça, c'est important. Et par contre, si c'est un enfant qui est en arrêt cardio-respiratoire, il faut surtout pas le mettre sur le côté, il faut le mettre sur le dos et il faut commencer les manœuvres de réanimation. Mm. Les manœuvres de réanimation, c'est simple, c'est chez l'enfant, normalement, on commence par 5 insufflations, parce qu'on a dit que la cause première d'un arrêt cardio-respiratoire, c'est un arrêt respiratoire, c'est une cause respiratoire. Et donc souvent, on Mm. commence la réanimation chez l'enfant par 5 insufflations. Ouais. Donc, pour l'enfant, soit on va faire des insufflations où on va prendre le nez et la bouche pour les moins de 1 an, soit Ok. si on plus de 1 an, plus de 2 ans, on a tendance à faire à boucher le nez et faire juste du bouche à bouche. Et Ok. donc, on fait 5 insufflations. Et ensuite, s'il n'y a toujours pas de signe de vie, il faut rapidement faire ce qu'on appelle les compressions thoraciques. Mm. Et pendant ce temps-là aussi, se rapprocher de quelqu'un qui puisse donner l'alerte. Il faut, dès le début, à partir du Ouais. moment où quelqu'un qui est inconscient, il faut tout de suite demander à quelqu'un d'appeler les secours. Mm. On appelle la règle des 3 S, c'est-à-dire euh, il faut sécuriser, il faut appeler au secours et il faut stimuler l'enfant pour voir si on a une réactivité. Quand Mm. on a quelqu'un, par exemple, vous êtes dans la rue, vous tombez sur un enfant ou même quelqu'un d'autre qui semble inanimé, eh Mm. bien, il faut se sécuriser, il faut sécuriser les alentours et puis il faut stimuler l'enfant ou la personne pour voir s'il y a des signes. Ouais. Très bon moyen mémotechnique. On s'en souviendra, les 3 S, mais hyper important. On a beaucoup de questions qui reviennent sur la fausse route, mais plutôt au liquide qu'on a du coup un peu passé parce qu'on est parti sur les solides. Je me permets de couper juste parce qu'il y a marqué, je viens de lire combien de compressions. Ah, bon, bah, Alors, super. donc ça c'est important, les compressions. La différence de l'adulte, l'adulte on est sur 30 compressions pour 2 insufflations. Chez l'enfant, on est sur 15 compressions thoraciques pour 2 insufflations. Et donc, D'accord. c'est pareil, les compressions, je vais juste vous montrer ça. Les compressions thoraciques, chez l'enfant de moins de 1 à 2 ans, et à partir du moment où on peut empaumer son thorax, on l'empaume et on va faire les compressions thoraciques avec les pouces. Et normalement, le rythme des compressions thoraciques pour être environ à 120 battements par minute, c'est le rythme de Staying Alive. Vous connaissez tout D'accord. le son, A, A, A. Et donc, ça revient au même. Et donc, quand on fait Et les je vais compressions, l'avoir dans la tête maintenant. et donc on se met bien évidemment, l'enfant, il est sur une surface dure et plutôt sur le dos. Mais pour bien, D'accord. donc on est parti, et donc on est parti pour 15 compressions, et 1, Mm. et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, et 11, et 12, et 13, et 14, et 15. D'accord? Ça fait à peu près 120. Et ensuite, on fait donc les insufflations. Là, c'est un petit, donc on ferait bouche à bouche donc, et bouche-nez. Ouais. Et là, on prend une grande insufflation. Et voilà, et on fait deux insufflations et on est reparti sur 15 compressions thoraciques. Ça, Mm. c'est le petit. Chez le plus grand, c'est comme chez l'adulte. Il faudra du coup faire les compressions sur le sternum avec la paume de la main. Et il Ouais. faut que ça parte des épaules. Donc là, on ne voit pas très bien, mais si je mets comme ça, on voit mieux. Et il faudra appuyer. Donc ça, c'est pas le bon mannequin, donc c'est pas. Mm. Il faudra donc Les appuyer petits, ouais. Mm. directement et la faire pareil entre les mamelons, un peu en dessous entre les mamelons, et puis appuyer et faire 15 compressions thoraciques pour 2 insufflations. Ça, c'est important. Ça, il faut le faire jusqu'à ce que l'équipe médicale d'urgence arrive. Mm. Et de toute façon, dès que vous appelez les services d'urgence aussi, des personnes vous guident au téléphone. Et ça, ça peut rassurer aussi les parents Ouais, tout qui à fait. passent par ici. Enfin voilà, vous n'êtes jamais seul. À partir du moment que vous appelez, vous n'êtes plus seul. C'est surtout ça. C'est ça. Donc, Donc, dès que vous êtes dans cette situation-là, il faut tout de suite appeler le 15. Et vous avez ce qu'on appelle un ARM, un agent de régulation médicale, qui prend les coordonnées, qui prend votre situation
et qui vous guide et va vous passer après à un médecin systémataire ou qui vous guide en tout cas Ouais. sur les tests à faire. Et vous n'êtes jamais tout seul, exactement. Alors, une question par rapport à l'arrêt aussi. Est-ce que l'usage d'un défibrillateur en cas d'arrêt cardiaque respi est-il recommandé ou non adapté chez l'enfant? C'est non, c'est pas recommandé. Chez l'enfant, la seule nécessité d'utiliser un défibrillateur, c'est si vous avez un enfant. Donc généralement, c'est pas les enfants qui ont, c'est les enfants qui sont plutôt adolescents ou jeunes enfants et qui vont avoir une perte de connaissance brutale dans une situation un peu particulière. Ça peut être soit au sport, un enfant qui est en train de faire un match de foot qui va tomber brutalement et avec des signes d'arrêt cardio-respiratoire. L'urgence va effectivement être à aller chercher un défibrillateur parce que la cause première de cet arrêt est vraisemblablement une anomalie du rythme cardiaque. Hmm. C'est important. Maintenant, chez l'enfant, la plupart du temps, on va dire l'enfant de moins de 6 ans, ça reste quand même une cause respiratoire et donc le défibrillateur n'aura pas d'intérêt particulier. Hmm. L'intérêt du défibrillateur, c'est pour réduire une anomalie du rythme ventriculaire, parce qu'on sait que si on réduit cette anomalie du rythme ventriculaire, il y a une amélioration nette d'une reprise à une circulation normale avec une reprise de l'activité myocardique, du muscle Hmm. cardiaque. Ok. Mais c'est vrai que c'est important de faire la distinction et la question était plutôt intéressante. Complètement, tout à fait. Ben, en tout cas, merci pour ce superbe tuto. C'était quand même très bien expliqué. Donc, si on peut dédramatiser aussi un petit peu, c'est top. Donc, bah, je peux peut-être revenir sur ma question de fausse route au liquide. On a eu pas mal de questions là durant le live. Est-ce qu'un bébé qui boit trop vite peut s'étouffer? Son lait, Normalement, il avec va- son lait, voilà. Alors, Beaucoup la crainte des parents l'hiver venu, quand mon bébé avale le sérum physiologique, j'ai peur qu'il fasse une fausse route. Enfin, voilà, des choses comme ça. non, alors c'est quand même très rare de faire une fausse route au liquide, quand même chez l'enfant. Si jamais il a normalement un réflexe assez automatique, surtout chez l'enfant, et donc même parfois quand on voit des enfants qui sont allaités avec une pression de lait qui arrive de manière importante, souvent ils s'autorégulent et puis ils vont tousser peut-être un peu, mais c'est Mm. quand même rare, c'est quand même des choses qui sont assez rares de faire des fausses routes au lait, ça peut arriver. Et si c'est le cas, il faut, pareil, faire les mêmes choses que ce qu'on a fait et ce qu'on a dit tout à l'heure, à savoir évaluer comment est-ce que va l'enfant, est-ce qu'il tousse, il a toussé deux, trois fois, il va mieux, on voit qu'il respire bien, et ben Mm. on est Top. d'accord. À la C'est différence, j'ai envie de dire, à la différence de solide, solide, je pense qu'il faut quand même se dire, il faut que mon enfant soit évalué, même s'il a craché ce qu'il avait à cracher. ouais. Il faut évaluer. Liquide, c'est quelque chose d'assez brutal et bref. Si l'enfant va parfaitement bien, je... après tout dépend de l'inquiétude, hein. Il faut répondre Mm. aussi. Ouais. Je pensais aussi, tu vois, je pense premières inquiétudes, donc par exemple au moment des reflux, tout ça, et il y a aussi au moment des pleurs. Est-ce qu'on peut dire un mot sur les spasmes de sanglots? Je ne sais pas si tu t'y connais. Je m'y connais pas particulièrement sur les spasmes du sanglot. C'est des choses que je sais pas. J'avais l'impression qu'on en parlait plus quand on était plus sur la génération d'avant. Nous, on n'en voit pas tant que ça. Alors peut-être que c'est parce que je fais pas de garde aux urgences, mais Peut- Peut-être, mais en tout cas, même si j'ai lancé le sujet, vous pourrez aller voir sur le compte de Pédurge qui a fait une vidéo hyper bien expliquée sur ce sujet. Mais c'est une question qui inquiète aussi les parents au même titre que la fausse route au liquide, on va dire. Donc voilà, il y a du contenu disponible aussi à ce niveau-là. Euh, et on a vu les saignements, la respiration. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des brûlures? Euh, quand réagir? Peut-être un petit peu aussi la prévention. Je pense que c'est aussi le plus important de délivrer les bons messages par rapport aux brûlures chez le jeune enfant. alors, comme tu disais, effectivement, la prévention, c'est indispensable. Si malgré la prévention, la brûlure est présente, ça dépend, pareil, de l'âge de l'enfant.
parce que l'importance de la brûlure, on parle souvent de surface corporelle, c'est-à-dire la totalité de la surface qui a été brûlée. Plus cette surface est importante, plus le risque est important de déshydratation et autres. Donc, si c'est un enfant qui a, par exemple, moins de 2 ans et qui s'est brûlé tout l'avant-bras, c'est très important d'aller consulter parce que même Mm. ça peut être une perte hydrique importante. Si c'est Mm. une brûlure qui est localisée sur un petit doigt, sur la paume de la main ou sur quelque chose qui est très localisé en pastille, c'est pas nécessaire. Après, il faut adapter les conseils habituels, j'ai envie de dire, d'une brûlure, c'est-à-dire que généralement quand c'est brûlé au premier degré, on conseille de mettre la brûlure sous l'eau qui est entre 15 et 20 degrés pendant une dizaine de minutes minimum. Voilà, appliquer parfois une crème comme de la biafine ou Du gras, quoi, pour que ça du gras, réhydrate. tout à fait. Mm. Donc ça, c'est important. Et puis après, il y a le type de brûlure, soit au liquide, soit ce qu'on appelle la flamme, soit Mm. après l'électrisation, qui est autre chose aussi. Mm. Euh, les brûlures les plus fréquentes, c'est effectivement les liquides dans la cuisine ou des choses comme ça, quoi. Le thé, le café qui était à côté. Ouais. Donc, voilà, la prévention sur ce genre de brûlure, c'est quelque chose d'indispensable. Donc en fait, si on résume, les brûlures les plus fréquentes chez le jeune enfant, c'est souvent au liquide, Oui. surtout quand il ne se déplace pas encore. Donc ça peut être l'eau du bain. Moi, j'avais Alors, vu aussi aux urgences, faites vraiment attention à ce niveau-là. Quand vous faites couler l'eau du bain, le pommeau reste parfois bouillant dans certaines douches. Et il suffit que bah, juste l'enfant pose sa main sur le métal et en fait se retrouve vraiment brûlé. Euh, c'est vrai que les enfants sont beaucoup plus sujets aux brûlures comme ils ont la barrière très fine de la peau. Et comme tu dis, ils sont composés de beaucoup plus d'eau que nous, donc vont se déshydrater beaucoup plus vite. Ouais, et surtout les soupes aussi. les soupes, le Ouais. thé, Quand le vous avez thé, votre enfant dans les bras, même ne pas boire quelque chose de chaud. ouais. Euh, ça, Ça et c'est... les fours qui ont parfois des plaques qui sont des fours qui sont bien situés avec des portes Ouais. qui sont chaudes. Et donc, bah, dès que votre enfant commence à se déplacer, c'est vraiment avoir un œil partout. Silence. Vous pouvez mettre des caches-prises, les caches-coins bah, pour la tête, mais vraiment sur les sources de chaleur, ouais, sécuriser l'espace. Je sais qu'il y a des petits arches qui existent pour les cheminées, les poêles, mais pourquoi pas le mettre devant le four quand vous savez qu'il est chaud et qu'il est bas, votre four. Ou sinon, bah, si vous n'avez pas encore fait vos plans de la cuisine, mettez votre four en hauteur si c'est possible. Parce que c'est vrai que ça préviendrait beaucoup de brûlures. Alors, bah écoutez, moi j'ai plus trop de questions. Après, je vais quand même prendre le temps de regarder sur notre conversation de ce soir s'il reste des questions. Ah, là, une question intéressante. Les indispensables dans la trousse à pharmacie de secours pour un bébé. Que faut-il avoir d'indispensable dans sa trousse de secours pharmacie pour bébé? Alors, d'indispensable pour bébé, eh bien, je dirais du sérum Phi pour la désobstruction du nez, parce Mm, qu'on a dit que la cause de l'obstruction nasale était assez fréquente. mm, Il faut avoir du paracétamol. C'est toujours important du paracétamol pour le début d'une fièvre, pour un enfant qui va se brûler et qui est douloureux, il faut avoir son paracétamol. Et mm, c'est le médicament qui est facile à donner et pour lequel on se trompe rarement. Et si on donne la bonne dose, il y a pas de raison. mm. Euh, après, pour un bébé lambda qui n'a pas de problème médical particulier, je ne verrai pas plus de choses. Après, si, ça peut être des compresses si jamais il y a des saignements ou des choses comme ça, mais sinon, et puis un désinfectant, je dirais de la chlorhexidine ou des choses comme ça. Mm. Carrément. Moi, ça rejoint à peu près quand je donne des conseils aux parents qui me disent, voilà, on s'en va en vacances, qu'est-ce qu'on met dans notre trousse à pharmacie? Petite chose aussi, donc on est aussi un peu dans le thème en ce moment avec tout ce qui traîne, les petits virus et les gastro, le soluté de réhydratation orale. Voilà, quand votre enfant se retrouve avec une diarrhée et peut vite se déshydrater, c'est bien d'avoir ce petit sachet à diluer dans l'eau
pour pouvoir lui apporter les bons éléments pour garder tout ça et toute la bonne hydratation. Mm. Mais après, sinon, c'est tout bon pour notre trousse. C'est ça. Alors, on a plusieurs questions. Alors, on a des questions qui se répètent aussi. Donc, comme on est en fin de live, par exemple, là, une question de Cindy par rapport à l'étouffement chez un enfant de moins d'un an. Quoi comme méthode? Donc, ça, tu l'as bien illustré. Euh, je t'invite vraiment à regarder on l'a évoqué au tout début du live, donc il sera en replay. N'hésite pas à revenir sur ce passage. Est-ce que Marjorie nous pose une question plutôt intéressante. Est-ce que la noyade sèche existe-t-elle réellement? La noyade sèche, Oui, c'est ce qu'ils appellent la noyade à retardement. Je n'ai pas l'expérience. Moi, nous, on s'occupe effectivement des enfants qui ont une noyade, mais la noyade sèche, je sais pas. donc ce Je, serait que l'enfant est inhalé de l'eau, mais que les effets soient à retardement, c'est ça? La noyade sèche? ben, peut-être, mais Mm. je n'ai pas, je peux pas te dire réellement ce que c'est. Ok, bah, on ira pas plus loin sur ce sujet. Je pourrais pas vous aider. Alors, tac, je remonte. L'arnica pour les chutes. Qu'est-ce qui est le plus efficace, pommade ou granule? Alors ça, je pense que déjà, ça dépend bah, déjà de l'âge de votre enfant. Je pense que vous pouvez aussi vous rapprocher de votre pharmacien qui est du coup plus à même de vous conseiller sur les posologies selon l'âge de votre enfant. Euh, et puis bah, les granules, voilà, il faut que votre enfant soit capable de les garder sous la langue, tout ça. Donc, euh, donc pas hésiter à demander conseil à ce niveau-là. Mais c'est vrai que ça peut être un bon réflexe. Et oui, et Marjorie qui précisait par rapport à la noyade sèche, ça ressort sur les réseaux sociaux en chaque début d'été. Donc, c'est vrai que ça peut être J'en ai assez déjà, anxiogène pour les parents. ouais, j'en ai déjà Mais c'est vrai qu'on ne pourra pas. pas, du coup, vous apporter d'éclairage ce soir. Euh, Non. voilà. Et du Je, coup, peut-être qu'on fera un euh, live avec on Biloba lit- sur tout ça vers l'été. Et puis qu'on pourra peut-être vous apporter du contenu là-dessus. Bon, eh bien, je pense qu'on a fait le tour parce qu'on n'a plus de questions depuis 2-3 minutes. Bah écoute, merci à toi Quentin pour ton temps ce soir. Je sais que tu as déplacé une garde au CHU pour nous, donc vraiment merci beaucoup. Tes explications étaient très bien détaillées. Ah, ça c'est une autre question du coup, mais peut-être y répondre. Que faire quand notre enfant a ingéré un liquide toxique? C'est directement le centre antipoison ou un médicament ou quelque chose qui n'était pas adapté. c'est le centre antipoison ou appeler le centre 15 pour avoir des avis. Mais effectivement, le centre antipoison, si vous appelez le centre 15, souvent on appellera le centre antipoison après. Hmm, Ce qui est très important par contre, c'est de garder la notice de ce que a pris l'enfant. C'est-à-dire que d'accord. si dans une cave et qu'il y avait un bidon de vieux, je sais pas quoi, et ben, il faut garder la notice parce que c'est très important de savoir qu'est-ce qu'il a pris. Est-ce que c'est de l'acide? Est-ce que c'est de la base? Tout ça, c'est important pour la prise en charge après et de savoir comment on adapte les choses. Et de toute façon, il faudra qu'il soit examiné. Hmm, Et parfois, il est nécessaire de mettre du charbon pour diminuer l'activité en fonction de ce qu'il a pris, de quel type de liquide il ouais. a pris. Ce qui est important, c'est de savoir ce qu'il a pris. Et Ouais. donc, quitte à ramener la bouteille s'il n'y a rien d'écrit dessus, Ouais. qu'elle soit analysée après, c'est important. Ouais, donc on sent bien que par derrière, il y a enfin, les traitements vont vraiment être adaptés à ce qui a été pris, donc c'est hyper important. Bon, bah écoute, entre cette question et l'annonce de la fin du live, on a reçu beaucoup de messages de cœur, de merci beaucoup, donc on est ravis. Ravis d'avoir pu être là avec vous ce soir. Et donc n'hésitez pas à revenir bah, vers nous, soit à commenter ce live si vous avez encore des questions, ou bah, revenir vers Biloba ou Parlons Bambin. Ce sera avec plaisir qu'on saura vous rediriger aussi vers bah, des pros formés, etc. Voilà, bah écoute, je te souhaite une très belle soirée Quentin et encore merci à Biloba d'avoir pu faire ce live. Au revoir, bonne soirée à tous. Salut. Salut!